Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un honneur de reprendre ce rendez-vous quotidien de l'information avec vous. Place au sommaire. Ouverture ce mercredi 20 août de la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9 à Yokohama au Japon. La RDC qui participera à cette conférence entend jouer un rôle clé tant sur le plan économique que géopolitique. À Kinshasa, se déplacer n'est pas seulement une question de distance, mais aussi une grosse pression sur le porte-monnaie des Kinois. La population abandonnée à son triste sort ne sait pas à quel sein se vouer. À l'international, l'Ouganda ne disposait d'aucun site d'exploitation à grande échelle, mais grâce à la mine Wagagai, le pays de l'Afrique de l'Est franchit un nouveau cap. Commençons avec cette information en bref. Le Kenya fait une mise au point en rapport avec les récentes désignations des ambassadeurs et consuls, dont celui pour Goma, qui a suscité une réaction vive de la RDC. Nairobi précise que la nomination du consul à Goma ne constitue pas une affection automatique. Une approbation du Parlement kényan et une validation de la RDC seront les actes finaux de cette désignation. Le Kenya assure la RDC de son engagement pour la paix et la préservation du partenariat stratégique et la souveraineté de la RDC. Et pour approfondir ce sujet, nous avons un intervenant ce soir. Il s'agit de Patrick Ilunga qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Alors Patrick Ilunga, le Kenya a clarifié sa position. Pourquoi la tension est-elle montée si vite en RDC? Bon, il faut dire que d'abord dans ce que vous venez d'annoncer, il y a un petit lapsus. Il ne s'agit pas d'une affectation automatique. Voilà, donc la question c'est pourquoi il y a la tension à monter d'un cran directement. Il faut dire que parce que entre le Kenya et la RDC, il y a déjà des précédents autour de la question sécuritaire. Vous vous rappelez que le mouvement de Corneille Nangaa, qui est chef rebelle aujourd'hui, est né en décembre 2023 à Nairobi. À l'époque, Kinshasa avait fait part aux autorités du Kenya de sa réprobation, mais les autorités du Kenya avaient estimé que c'est de la démocratie. Alors, ça faisait un peu pas bien parce que en même temps que le président kenyan disait que c'est de la démocratie, mais en même temps, on voit que pour l'Ouganda, par exemple, les opposants qui ont main à partir avec la justice en Ouganda, quand ils se retrouvent au Kenya, on les arrête, comme Kizé Besigye qui a été arrêté et transféré en Ouganda et condamné à perpétuité. Donc, il y a ce début on va dire, de problème entre la RDC et le Kenya, mais le président kenyan avait tenté quand même de calmer les jeux en envoyant son ministre ici en RDC pour parler au président Tshisekedi. C'était fait, mais quelques temps après, lui-même, le président William Ruto, avait, au détour d'une interview, essaie de disculper ou bien de défendre le président rwandais Paul Kagame dans le dossier M23, disant que c'est une affaire congolaise. Ça avait énervé également Kinshasa. Et puis tout récemment, l'ancien vice-président du Kenya, celui qui était même le second de William Ruto, qui est devenu opposant aujourd'hui,
avait accusé William Ruto d'être impliqué directement avec le M23 parce qu'il a des intérêts commerciaux et consorts. Voilà un peu le fond de la question, ce qui a fait que comme il y avait un précédent, tout de suite c'est parti, voilà. Voilà, heureusement que cela a été clarifié. Mais Patrick Ilunga, entre le Kenya et la RDC, il s'agit d'une coopération, des raisons fondées aussi sur des intérêts économiques. Voilà, au-delà de la question politique qui est un peu passionnante, elle agit tout de suite, il faut dire qu'entre la RDC et le Kenya, c'est des intérêts vraiment fondés sur, on va dire, des relations économiques. D'abord, on parle de Kenya comme la première puissance de l'Afrique de l'Est, puissance économique d'Afrique de l'Est, peut-être en concurrence avec l'Éthiopie. Et le Kenya a un port important, le port de Mombasa. Le port de Mombasa qui compte la RDC comme troisième marché ou bien comme troisième partenaire plus important avec près de 10% de part de marché ou bien de part des échanges commerciaux là-bas. Et même la RDC avait ouvert, je crois, c'est en 2022, si je ne me trompe pas, 2022, le consul de la RDC a été ouvert à Mombasa, justement parce que l'essentiel des échanges commerciaux, parce que la RDC, dans sa façade orientale, donc côté Est, c'est considéré comme enclavé. Donc l'ouverture vers l'océan, ça part soit vers Mombasa, soit vers Dar es Salaam. Et donc c'est important, un partenaire important, le Kenya. Et en retour... La RDC ne peut pas négliger. Ne peut pas négliger. En retour, le Kenya regarde la RDC comme un partenaire important. Pourquoi? Parce que le Kenya, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un pays qui est très offensif économiquement. Il regarde la RDC comme un hub important parce que ça peut ouvrir des investissements en Afrique centrale, en Afrique australe et aussi partir de la RDC pour atteindre d'autres pays en Afrique de l'Est. Donc, ces échanges, interconnectivité, c'est très important. Et depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, on a vu que les relations économiques ont avancé encore plus. Il y a la banque kenyane, pour ne pas peut-être la citer, la plus connue ici, je ne veux pas citer peut-être pour ne pas faire de publicité, qui a acquis les parts à BCDC, aujourd'hui qui est devenue la deuxième plus grande banque. Et au Congo, c'est-à-dire, et il fait de temps en temps des missions économiques, commerciales, en amenant des investisseurs kenyans pour voir dans quelle mesure investir au Congo. Il y a aussi d'autres banques qui sont venues, qui se sont installées au Congo, mais il y a aussi Kenya Airways qui avait tenté un partenariat avec Congo Airways, bien que ça n'avait pas vraiment marché vraiment, mais il y a un fond économique dans notre relation, dans la relation Congo-Kenya, qui fait que, bon, même s'il y a des bruits politiques, le côté économique va tenir les deux pays. Voilà, merci à vous Patrick Ilunga pour ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie, Damani. Poursuivant ce journal, les FRDC dénoncent avec indignation le député Gratien Irakan pour outrage à l'armée et trahison. Accusé de soutenir les milices armées, il est sommé de répondre de ses actes. Les FRDC exigent son arrestation immédiate, insistant sur le fait que la sécurité nationale et l'honneur des soldats ne sont pas négociables. Blaise Kouzola. Un séisme politique s'écoule Ituri alors que l'armée congolaise, les FARDC, riposte avec fureur aux accusations du député national Gratien Irakan. Dans un communiqué sanglant, le porte-parole des FARDC, le lieutenant Jules Ngongo, qualifie les propos du député d'outrage à l'armée et d'atteinte à l'honneur de la nation. L'armée nie en bloc toute collision avec les groupes armés et rappelle les sacrifices de ses troupes pour protéger la population et l'intégrité du territoire. Le communiqué accuse ouvertement les députés irakiens de légitimer et soutenir indirectement les ennemis de la paix dans la milice de Thomas Lubanga. Pour les FARDC, il ne s'agit plus d'un simple débat politique, mais d'une question de sécurité nationale. Le lieutenant Ngongo lance un appel sans équivoque aux autorités. Il exige l'arrestation immédiate des Gratien Irakan pour trahison. Ces coups de tonnerre soulignent la détermination de l'armée à ne tolérer aucune accusation qui met en péril son combat quotidien en Ituri et la stabilité de toute la région.
La RDC et la République du Congo sont vent en guerre contre la dynamique des fausses nouvelles qui menacent la sérénité et la bonne entente entre les deux pays. Kinshasa et Brazzaville ont convenu de la mise en place d'un mécanisme conjoint de communication qui se fera à tour de rôle dans l'une des deux capitales en vue de faire obstacle à des fake news souvent véhiculées dans le but de nuire à la sérénité des deux pays. Cette annonce a été faite par les porte-parole respectifs des gouvernements des deux pays, Patrick Muyaya et Thierry Mungala, qui se sont rencontrés à Kinshasa. Patrick Ilunga. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, décident de combattre la manipulation, souvent politicienne, par une information fiable qui sera livrée à écart régulier dans l'une des deux capitales. Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement de Brazzaville, explique. Qui nous ont quelque part déplu, c'est-à-dire des mécanismes de manipulation, de fake news, de tentatives d'entacher nos relations et de nuire à leur sérénité. Et dans ce cadre-là, nous avons, et le ministre Muyaya et moi-même, reçu des instructions de nos chefs d'État respectifs qui consistait à ce que nous mettions, comme on dit, la balle à terre ou la balle au centre. En toile de fond, il y a aussi la problématique de la crise sécuritaire en RDC et le nom de l'agresseur a été parfois associé à Brazzaville à un moment donné. Que nous partageons plus ou moins le même écosystème, notamment médiatique, et que régulièrement il y a des nouvelles, des fausses nouvelles qui circulent des part et d'autre, et nous avons estimé que de ce point de vue, il y a un besoin justement à la suite des rapports diplomatiques cordiaux qu'il y a entre les deux pays, à la suite des rapports cordiaux, je dirais aussi, entre nos deux chefs d'État, il faudrait peut-être que nous, à notre niveau, on travaille au-delà des efforts que nous faisons en termes des échanges pour casser toutes ces campagnes ou toutes ces fausses informations qui tendent parfois à entacher la relation, non pas seulement entre les deux pays, mais même la perception que peuvent avoir certains compatriotes ici de la position de Brazzaville face à la crise. Tordre le cou à la manipulation et aux rumeurs, comme la dernière rumeur en date qui a prétendu que la République du Congo aurait accordé l'hospitalité à l'ancien chef de l'État de la RDC. Une information finalement démentie. Je l'ai annoncé en titre, la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, s'ouvre ce mercredi 20 août à Yokohama, au Japon, dans un contexte où la République démocratique du Congo entend jouer un rôle clé tant sur le plan économique que géopolitique. Blaise Kuzola. La première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka conduit la délégation de la République démocratique du Congo à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, qui se déroule du 20 au 22 août 2025 à Yokohama. Placée sous les thèmes « Co-créer un avenir radieux ensemble avec l'Afrique », cette rencontre diplomatique de haut niveau pilotée par le gouvernement japonais en partenariat avec l'Union africaine, les Nations unies, le PNUD et la Banque mondiale vise à renforcer la coopération Afrique-Japon à travers des engagements concrets autour du développement durable. Les enjeux de la TICAD pour la RDC sont multiples et concernent notamment le développement économique, la sécurité alimentaire, l'accès à l'énergie et aux infrastructures, ainsi que le renforcement des institutions. La TICAD offre une plateforme de dialogue et de coopération pour mobiliser des ressources et des partenariats afin de relever ces défis. La RDC, riche en ressources naturelles, cherche à diversifier son économie et à attirer les investissements durables. La TICAD peut faciliter l'accès à des financements et à des technologies pour soutenir la croissance des secteurs non miniers tels que l'agriculture et la construction. La RDC fait face à des défis importants en matière de sécurité alimentaire avec une population en insécurité alimentaire. La TICAD peut encourager des initiatives visant à améliorer la production agricole, la transformation des aliments et la distribution tout en luttant contre le gaspillage alimentaire, les manques d'accès à l'énergie et la dégradation des infrastructures, notamment le voie de communication constitue le frein majeur au développement. La TICAD peut favoriser le développement de projets d'infrastructures durables et l'accès à des solutions énergétiques fiables et abordables, notamment les énergies renouvelables.
La RDC cherche également à renforcer ses institutions et à améliorer la gouvernance. La TICAD peut offrir un soutien technique et financier pour le renforcement des capacités des institutions, la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence. Investir dans le capital humain, notamment le jeune et les femmes, est essentiel pour le développement durable de la RDC. La TICAD peut soutenir des initiatives visant à améliorer l'accès à l'éducation, la formation professionnelle et à la santé tout en promouvant l'autonomisation des femmes. La RDC possède une biodiversité exceptionnelle, mais celle-ci est menacée par la déforestation et d'autres activités humaines. La TICAD peut encourager de pratiques de gestion durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. La TICAD, en tant que forum de dialogue et de coopération, peut jouer un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs de développement de la RDC en favorisant la mobilisation de ressources, le transfert de technologies et les renforcements de partenariats. La RDC se prépare à marquer sa présence à la 9e édition de la TICAD qui se tiendra du 20 au 23 août 2025 au Japon, conduite par la première ministre Judith Suminwa. La délégation congolaise comprend plusieurs ministres clés ayant comme objectif promouvoir les priorités économiques et sectorielles du pays. Une rencontre stratégique pour renforcer les partenariats, attirer les investissements et positionner la RDC dans la sphère économique asiatique. Patience Lokeke. En marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD prévue du 20 au 23 août 2025 au Japon, plusieurs membres du gouvernement souminois ont fait les déplacements pour ces grands rendez-vous diplomatiques et économiques qui réunira de nombreux chefs d'État et représentants des gouvernements africains. La République démocratique du Congo sera représentée par une forte délégation conduite par la première ministre Judith Suminwa, envoyée spéciale du président de la République. Elle portera la voix de la RDC dans les discussions stratégiques sur le développement, l'investissement et la coopération. Parmi le ministre attendu, Daniel Mukoko Samba, VPM en charge de l'économie, qui axera son plaidoyer sur la diversification de partenariats économiques avec pour objectif de réduire la dépendance vis-à-vis de partenaires traditionnels. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, ambitionne de positionner le produit congolais sur le marché japonais et asiatique, en misant sur les valeurs stratégiques et leur transformation locale. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Électricité, Molindo Sakombi, qui fait partie de la délégation ministérielle à TICAD 9, son secteur a plus besoin d'un accès à la technologie japonaise, surtout que le Japon propose des technologies innovantes comme l'énergie solaire, hydroélectrique à petite échelle, pour ne citer que cela. Dans le secteur de la formation professionnelle, dirigé par Jean-Marc Ekila, il sera question de grands axes principaux comme la réduction du fossé compétences-emploi. Également présent à ces rendez-vous, Justin Kalunga Mwanangongo, ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des PME pour ses ministres. Également présent à ces rendez-vous, Justin Kalunga Mwanangongo, ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des PME. Pour ces ministres, il sera question de permettre un accès à de nouveaux marchés. Ainsi, les PME congolais auront l'opportunité d'établir leurs relations commerciales avec les entreprises japonaises. Et enfin, Lui Watum, qui fait aussi partie de cette délégation en tant que ministre de Mines. Cette rencontre lui permettra d'attirer des investissements responsables et de qualité, porteurs de normes strictes. Signalons que cette délégation sera conduite par la chef du gouvernement, Judith Suminwa, représentant du chef de l'État. Cette dernière portera haut et fort la voix de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo enregistre une balance commerciale excédentaire pour le premier semestre de l'année 2025, bien qu'en net retrait par rapport à 2024. Ses exportations de la RDC s'élèvent à plus de 13 milliards de dollars américains à fin 2025. José Junior Owawa.
Les données publiées par la Banque centrale du Congo pour le premier semestre 2025 relèvent une balance commerciale structurellement excédentaire, bien qu'en net retrait par rapport à l'année précédente. Les exportations de la République démocratique du Congo se lèvent à 13,991 milliards de dollars américains à fin juin 2025. Ces chiffres marquent un recul significatif de 19,86% par rapport au premier semestre 2024 où les ventes à l'étranger avaient atteint 17,450 milliards de dollars américains. Dans le même temps, la valeur de biens entrant sur les territoires nationaux connaissent une légère augmentation. Les importations sont chiffrées à 4,291 milliards de dollars américains pour la période contre 4,214 milliards américains un an plus tôt, représentant une hausse de 1,8%. Il en résulte un excédent commercial de 9,7 milliards de dollars américains pour le premier semestre 2025. Cet excédent, bien que substantiel, est inférieur au solde de 13,2 milliards de dollars américains enregistré sur la même période en 2024. Le nouveau vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzito, a présidé une importante réunion des régies financières de la République démocratique du Congo au cours de cette séance à laquelle a pris également part le ministre des Finances Doufouamba. Il a été communiqué l'ambition du gouvernement de mobiliser jusqu'à 13 milliards de dollars des recettes. Ce doublement du budget national va devoir s'appuyer sur les recettes courantes déjà projetées à 9,9 milliards de dollars dans la loi des finances rectificative. Les projections actuelles sont à 11 milliards, mais Adolphe Muzito pousse pour atteindre 13 milliards dès 2026, le minimum souhaité étant de 12 milliards pour concrétiser les promesses sociales, sécuritaires et économiques du chef de l'État. Et puis, le ministère du numérique a fait son retour sur la scène gouvernementale à la suite de la publication du gouvernement Souminois II le 8 août 2025. Rebaptisé ministère de l'économie numérique, il bénéficie désormais d'une nouvelle orientation axée sur le développement économique par le numérique. Quels avantages ce ministère pourrait-il apporter à la RDC face aux défis actuels dans le secteur? Les détails dans cet élément. La République démocratique du Congo est en pleine transformation pour moderniser son économie grâce au secteur du numérique qui joue un rôle très important dans cette évolution. C'est dans ce contexte que, lors de la formation du gouvernement Souminois II, le 8 août dernier, le ministère du numérique a été rétabli. Il redevient désormais un ministère à part entière avec un nouveau nom, ministère de l'économie numérique. Mais cette séparation du ministère des PTNTIC soulève des questionnements. Que pensent les experts de ce choix? Nous avons assisté depuis le 8 août 2025 à la publication du gouvernement Souminois II, avec comme élément important dans le secteur du numérique la scission, voire l'éclatement du ministère du numérique en deux ministères. D'une part, le ministère de l'économie numérique et d'autre part, le ministère des PTNTIC. Alors, il est important de préciser que le contexte actuel nous rappelle un peu plus le contexte de 2021 où nous avons connu d'une part le ministère du numérique et d'autre part le ministère de PTNTIC. La simple différence, c'est qu'en 2021, nous évoluons dans un contexte où nous avons essentiellement comme cadre légal la loi sur le télécom. Alors que depuis 2023, nous avons assisté à la promulgation de l'ordonnance loi du 13 mars 2023 portant Code du numérique qui vient justement conférer des attributions, conférer des missions au ministère ayant le numérique dans ses attributions. Le ministère de l'économie numérique devra procéder à la mise en œuvre des mesures d'application prévues dans le Code du numérique, mais également prendre un bon nombre d'arrêtés, tant au niveau du secteur du numérique et même des arrêtés interministériels, notamment avec les ministères des Finances, les ministères de la Justice et les ministères de la Culture et Arts. Avec une population jeune, un marché en croissance et une forte demande en Internet et services numériques,
la RDC a tout le potentiel pour profiter des opportunités du numérique. Le secteur du numérique se veut être un levier important dans le développement de l'économie nationale. Et donc, le ministère de l'économie numérique aura essentiellement pour rôle de promouvoir les activités et services numériques, les plateformes numériques et même veiller à la protection des données personnelles. Puisqu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'économie numérique sans évoquer la question de la protection des données personnelles. Alors qu'il dit activité et services numériques, nous avons à titre d'exemple l'établissement des data centers qui sont déjà opérationnels en RDC. Nous avons l'hébergement des plateformes numériques. Et parlant des plateformes numériques, nous pouvons citer des activités qui sont relatives au commerce électronique, à l'instar des marketplaces. Nous avons aujourd'hui ce que nous appelons la FinTech qui émerge en République démocratique du Congo, où nous avons plusieurs startups qui évoluent justement dans la FinTech. Et même le Code du numérique prévoit plusieurs avantages d'ordre fiscal, parafiscal, douanier, et même en matière de change s'agissant de toutes ces startups. Alors, le ministère de l'économie numérique verra justement à mettre tous ces éléments en application afin de contribuer activement à l'avancement de l'économie nationale qui, elle, prend un champ beaucoup plus vaste du secteur de l'économie. Rappelons qu'en mai 2024, le ministère du numérique, créé en 2021, avait été supprimé. Ses fonctions avaient été regroupées avec celles du ministère des PTNTIC pour former un super ministère, le ministère des Postes, Télécommunications et Numériques. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, a procédé ce mardi 19 août au lancement officiel de l'opération de paiement des indemnisations aux personnes affectées par le projet de construction des rocades de Kinshasa. La cérémonie s'est tenue dans la commune urbano-rurale de Mongafula, plus précisément dans le quartier Mitendi, un site hautement symbolique où sera érigé un échangeur à 3 niveaux reliant les rocades Kinshasa Ouest et Kinshasa Est à la route nationale numéro 1. Et puis à Kinshasa, se déplacer n'est pas seulement une question de distance, mais aussi une grosse pression sur le porte-monnaie des Kinois. Selon qu'on est le matin ou le soir, le prix du transport varie. Les embouteillages et la forte demande ajoutent à la complexité. Résultat, des Kinois au bout du rouleau qui ne savent plus à quel sein se vouer. C'est un reportage de Daniela Kalala et Enika Bamba. Le prix du transport à Kinshasa, un véritable casse-tête. Le Kinois, victime d'une fluctuation continuelle, disent payer le prix fort d'une désorganisation inouïe. Selon certains chauffeurs, cette situation s'explique par le fait qu'aux heures de pointe, les embouteillages allongent le trajet. Parce que l'État, distance au la 30-40 minutes, au 2 heures du temps, 3 heures du temps. Alors, pour moi, un perdement, mais les embouteillages et leurs conséquences ne seraient pas la seule raison de cette instabilité. $70, $130, $150. Donc, on s'en 8 mois. Pine sera 2 mois na ba moyo ezoto bokwa so ba ko ka ba bouler le ko la bisone to ba pine poni ni ba pine za ba qualité bien te ba pine za cher na ba nzela pe ne to na ba embouteillage ko ta ba veni ba c'était zobima au pas quoi pe tout le monde muka so pe tout le monde 5000 francs so ta c'est comme 20 personnes so mi tout à 500 10 000 francs so da pas en raté faut payer ça en rail faut payer ça ba sécurité ba droit à hauteur de vie oui to gagner le remonter. Pour le passager, cette situation traduit surtout un problème de gestion et des manques de rigueur du gouvernement. Le transport peut changer tout ça comme le gouvernement. Pourquoi le gouvernement? Parce que ceux qui hors des la moi je
Donc ce gouvernement bâti comme un norme, bâti ce ministre il y a transport. Ce cas de street day, n'a pas bilo qu'on continuer. Ce cas de bané coulé. Les bosses ceux qui montent à transport, qui tirent bétier, kangier. Mais là, c'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est le contraire. Entre charges de chauffeurs et difficultés des usagers, la variation du prix du transport semble insoluble à ces jours à Kinshasa. Les habitants de Kingabwa-Point-Chaud sont confrontés à des inondations récurrentes causées par des caniveaux bouchés. Cette situation exacerbe les difficultés pour les commerçants et entrave la circulation. Face à cette situation alarmante, des jeunes du quartier s'organisent pour nettoyer les voies d'eau, tandis que la population appelle les autorités à agir pour prévenir des futures inondations et améliorer les conditions de vie. Gigi Nende. À Kingabwa-Point-Chaud, la situation est de plus en plus inquiétante à l'approche de la saison de pluie. Des rues gorgées d'eau, cela paraît surréaliste en pleine saison sèche. Ce matin, des jeunes du quartier ont encore une fois nettoyé les caniveaux pour essayer de résoudre le problème. Avec leurs efforts, l'eau a fini par sécher, mais la peur est toujours là, celle que les inondations reviennent à tout moment. Quand on va à la pointe, il fallait pas bâtir ici ma carnivo, la C. Ça va carnivo assez, ce qui salité ma casse. Et chaque mois, il y a les cabines santé, et comme à Koubaka, moi il a pointe. Il y a un dossier dans la Bakundamoka, Maya Koubani la pointe, Malongo la carnivo, la C, bâtir un saut carnivo, la bolée, on va dégager et ça la même si les langues Cette situation pénalise particulièrement les commerçants de la zone. Les boutiques et les marchés sont souvent inondés, ce qui empêche les clients de venir faire leurs courses et crée une ambiance de désespoir et d'incertitude pour ceux qui dépendent de leur activité quotidienne. Après 3 jours, tu as pas la base, après 3 jours, je vais et bon, on est pour les bandes à Watozandel. Et là, on va dire, on va dire, on va bien, on débat de ce niveau, on va te mettre dans cette Kinshasa. Pourtant, vous l'avez tous les cadets, Nathalie. Maï, terrasse, c'est bouche, on va y aller, on va te faire pour les pauvres là-bas, on va te mettre dans la on est dans la vie sautée. On a pas de foot, on a pas de carotte, on a pas de carotte. Les usagers de la route ne sont pas épargnés non plus. Des artères inondées rendent la circulation difficile et dangereuse. Les voitures doivent slalomer entre les flaques d'eau et parfois elles tombent en panne. La population de ce quartier appelle les autorités à prendre des mesures pour résoudre ce problème des caniveaux bouchés. Une bonne gestion des eaux pour garantir la sécurité et le bien-être des habitants de Kingabwa-Point-Chaud. En sport, la 21e édition de la Coupe du Congo de volleyball débute ce mercredi 20 août à Kinshasa en version masculine et féminine. La Fédération de volleyball du Congo a dévoilé lundi 18 août la composition des groupes pour cette compétition nationale. La Blaise Kouzola. La Fédération de volleyball du Congo a dévoilé lundi 18 août la composition de groupe pour cette compétition nationale qui débute ce mercredi 20 août à Kinshasa en version masculine et féminine. Le comité d'organisation a programmé 5 rencontres dès ce mardi, soit un jour avant la cérémonie officielle d'ouverture du championnat. La répartition des équipes dans les différents groupes a eu lieu lors de la réunion technique organisée lundi au gymnase de la police nationale congolaise situé dans la commune de Lingwala à Kinshasa. Voici donc la répartition des équipes. Dans la version masculine, 15 clubs sont répartis en 4 groupes. Groupe A, Green Team, Sangabalende, CCI.
Groupe B, Garde républicaine, Impalas, Police de Lubumbashi et Espoir de Kindu. Groupe C, Aigle du Congo, Emmanuel Dynamique et Kovo. Groupe D, Espoir de Kinshasa, Madaka, Pancréa et Jack. Version féminine, 8 équipes féminines sont réparties chez les dames en 2 groupes de 4. Groupe A, les Aigles du Congo, Cano d'Enjili, Force du Progrès et la Police de Lualaba. Groupe B, La Loi, La Gracia, Ouragan et Lupopo. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Place à la page internationale. Bien que l'or constitue l'un de ses principaux produits d'exportation, l'Ouganda ne disposait jusqu'ici d'aucun site d'exploitation à grande échelle. Avec la mine Ouagagai, le pays d'Afrique de l'Est franchit un nouveau cap. Blaise Kuzola. Ouagagai Mining Limited, filiale à 100% du groupe chinois China Liaoning Hongda, a procédé à la mise en service du projet Ouagagai d'un montant de 250 millions de dollars. L'événement, confirmé par la présidence ougandaise le samedi 16 août, marque l'entrée de l'Ouganda parmi l'exploitation industrielle de l'or dans un contexte haussier pour le métal jaune. Le prix de l'or a en effet augmenté d'environ 30% depuis janvier, réduisant la croissance annuelle observée sur l'ensemble de l'exercice 2024. Bien qu'il s'est négocié ces dernières semaines autour de 3300 $ l'once, les analystes anticipent une nouvelle hausse, Goldman Sachs tablant sur un prix de 3700 $ l'once d'ici fin 2025. Si l'impact de ces marchés haussiers sur le revenu de la nouvelle mine reste à préciser, il vient renforcer un appareil productif encore principalement artisanal en Ouganda. D'après Reuters, le pays a produit environ 0,0042 tonnes d'or en 2023, soit 135 onces. À titre de compensation, Ouagagai devrait livrer annuellement 1,2 tonnes d'or, environ 38 500 onces, sur une durée de vie de 21 ans, générant environ 5000 emplois locaux. Pour l'heure, aucune prévision de production n'a encore été annoncée pour le reste de l'exercice 2025. Les mises à jour attendues dans le prochain mois seront déterminantes pour évaluer les performances opérationnelles et commerciales de Ouagagai. Et puis, alors que la demande mondiale d'uranium repart à la hausse, la Zambie souhaite s'imposer parmi les nouveaux producteurs africains. Le projet Muntanga, porté par Govex, cristallise cette ambition. Suivez. Govex Uranium renforce son équipe dirigeante autour du développement de son projet Muntanga en Zambie. Cette opération vise à permettre à Govex d'accéder à la SX et de bénéficier d'une trésorerie comprise entre 19,4 et 24,4 millions de dollars australiens. Elle s'accompagne surtout de l'arrivée de profils expérimentés dans les secteurs de l'uranium. Le renforcement de l'équipe et l'apport de nouveaux financements visent à donner un nouvel élan au projet Muntanga, considéré comme la clé de voûte de la stratégie de Govex en Afrique australe. Selon une étude de faisabilité publiée en janvier, Muntanga pourrait produire 2,2 millions de livres d'uranium par an pendant 12 ans, moyennant un investissement initial de 281,9 millions de dollars. Le projet affiche une valeur actuelle nette de 243 millions de dollars après impôts et un taux de rentabilité intérieur de 20,8%. Il pourrait entrer en production en 2028, soit 2 ans après la mobilisation des financements nécessaires. Reste toutefois à franchir l'étape du vote des actionnaires de Govex prévu en octobre, ainsi que les approbations réglementaires. Le soutien de principaux actionnaires qui détiennent déjà 27,6% du capital laisse néanmoins présager une issue favorable. Une autre façon de vous informer dans ce journal, c'est avec la revue de presse dans une sélection et commentaires de Patience Lokeke. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette revue de presse.
Ouvrons cette revue de presse avec les journaux Le Phare qui titre à sa une RDC-Japon, la paix et le développement au cœur des échanges de la TICAD. Cette édition 2025 placée sous le thème « Co-créer un avenir radieux ensemble avec l'Afrique » abordera de sujets variés comme l'innovation technologique, infrastructures numériques, le développement économique, investissement privé, industrialisation, la sécurité alimentaire et des résiliences climatiques, la paix et la stabilité avec un accent particulier sur l'autonomisation de femmes et de jeunes. Une information confirmée par Info 27 qui note Judith Soumino apporte la voix de la RDC à Yokohama pour la TICAD. À la tribune, Judith Soumino fera entendre la voix congolaise en soulignant l'urgence sécuritaire qui persiste dans l'est de la RDC en proie depuis 3 décennies à des violences armées. Elle devra rappeler les récentes avancées enregistrées grâce à l'accord de Washington et plaider pour un appui international accru afin de consolider la stabilité régionale. Dans un autre chapitre, le journal La Prospérité s'exclame. Nomination d'un consul à Goma, le Kenya pose un bémol et réaffirme un soutien total à la souveraineté de la RDC. Dans une note rendue publique hier, lundi 18 août 2025, le gouvernement kenyan a apporté une clarification au sujet de la nomination controversée d'un consul kenyan à Goma dans l'est de la RDC. Selon les précisions fournies par Moussa Mudavadi, la décision prise par le président kenyan William Ruto n'a pas vocation à soutenir la rébellion, ni une quelconque agression, ni encore moins à bafouer les relations bilatérales entre Kinshasa et Nairobi, mais s'inscrit dans une démarche plus large des réalignements du service extérieur du Kenya, a renchéri le journal. En parallèle, Info 27 renchérit Kenya après les tollés, la clarification de Nairobi sur la nomination à Goma. Face à la réaction ferme de la RDC, Nairobi a publié le 18 août une clarification rappelant que la désignation présidentielle ne vaut pas automatiquement accréditation. Le communiqué insiste, avant toute prise de fonction, un agrément de l'État hôte est nécessaire, suivi d'un exequatur pour l'exercice officiel du mandat. Poursuivons cette revue de presse avec la référence plus que révèle des tensions entre des députés provinciaux et le gouverneur du Nord Kivu autour du non-paiement des agents de la province. D'après ce journal, une vingtaine de députés provinciaux du Nord Kivu ont adressé une lettre au gouverneur de province, le général Évariste Kakule Somo, pour dénoncer le non-paiement des agents provinciaux depuis 3 mois, portant des accusations sur l'autorité provinciale qui rejette toute incrimination. Toujours en politique, Info 27 révèle RDC, Martin Fayoulou sonne l'alarme sur le risque de la balkanisation et appelle à l'unité nationale. Face aux menaces qui pèsent sur l'unité nationale, Martin Fayoulou a lancé un nouvel appel à la vigilance et à la mobilisation collective. Dans un message publié hier lundi sur X, concité par Info 27, l'opposant congolais insiste sur la nécessité de surmonter les divisions pour préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est ainsi que s'achève cette édition. Place au rappel des titres. Ouverture ce mercredi 20 août de la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9 à Yokohama au Japon. La RDC qui participera à cette conférence entend jouer un rôle clé tant sur le plan économique que géopolitique. À Kinshasa, se déplacer n'est pas seulement une question de distance, mais aussi une grosse pression sur le porte-monnaie des Kinois. La population abandonnée à son triste sort ne sait pas à quel sein se vouer. À l'international, l'Ouganda ne disposait d'aucun site d'exploitation à grande échelle, mais grâce à la mine Wagagai, le pays de l'Afrique de l'Est franchit un nouveau cap.
Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.